Pour commencer à t'appréhender, à te connaître un petit peu maintenant, Jacob Vladimir, je sens comment tu fonctionnes. Et ce qui est très intéressant, c'est justement de voir le parcours. Tout simplement pour une chose. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, ce qui m'a porté et qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui, c'est la vie des autres. Et c'est pour ça que je pose la question. Et ce qui est très intéressant, c'est comment tout à chacun, en fonction des épreuves qu'il a pu avoir, eh bien, dans l'expérience, peut servir, entre guillemets, de modèle pour tout à chacun, parce que de manière générale, on est tous des miroirs les uns pour les autres. Et on peut se retrouver dans la vie de l'autre. Et de savoir comment cette personne a pu faire pour passer telle ou telle épreuve, eh bien, oui, te servir d'une manière générale de guide. Tant et si bien qu'on désire suivre les valeurs de l'autre. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de voir un petit peu ton parcours, des questionnements, des cheminements qui t'a amené à, de fil en aiguille. 51 ans, mine de rien, c'est pas rien. Et on peut voir que déjà très tôt, tu avais soif de répondre à des questions qui t'étaient certainement personnelles. Et en même temps, c'est intéressant de voir anthropologue, et puis tu nous as parlé de la médecine, quasiment tout de suite. Hein. Pourquoi la médecine en particulier? Tu aurais pu choisir toute autre chose à travers... Oui, bien sûr. Il y a un philosophe, une fois, j'écoutais une émission, un philosophe, c'était une émission sur les métiers, comment choisir son métier, puis il y a un philosophe qui était prof de philosophie qui disait quelque chose de très juste. Les choix les plus importants dans une vie sont ceux qu'on ne fait pas, ceux qui s'imposent. Voilà, ça va de soi. Ben, il se trouve que, effectivement, je me souviens une fois, je parle souvent de cette aventure, j'avais 17 ou 18 ans, quelqu'un ouvre une bouteille de vin à 3 mètres derrière moi dans un restaurant, et puis je lui dis, et puis je parle comme ça à la cantinière en disant, tiens, première odeur c'est ça, deuxième c'est ça, troisième c'est ça. Le gars vient me voir dans le restaurant, il me dit, mais vous n'êtes pas retourné là? Je lui dis, bah non, j'ai entendu simplement le plop du bouchon, et j'ai senti ça comme odeur, mais il me dit, on a 3 mètres. Je dis, écoutez, je sais pas. Il me dit, bah, c'est exactement ça pour cette bouteille. Alors, peut-être que j'aurais pu devenir œnologue. J'avais pas la structure, je n'avais pas la culture, mais j'avais le nez. Il y avait le nez. En fait, je crois pas qu'il y avait que le nez. Je crois que, maintenant, avec le temps, il est évident que je lis toujours avec beaucoup d'autodérision et de recul. Mes parents n'ont pas réussi à me détruire. Ils n'ont pas réussi à me limiter. Alors, il faut prendre ça avec beaucoup de distance. Lorsqu'un enfant est petit, il perçoit plein de choses, comme les chiens, les chats, les chevaux, il perçoit plein de choses. Évidemment, comme il se rend compte très très vite que les autres enfants un peu plus vieux font semblant de ne plus rien voir, que les parents, que les adultes autour de lui font semblant de ne pas percevoir les pensées des autres, les émotions des autres, de ne pas percevoir les défunts, de ne pas percevoir les fantômes, de ne pas percevoir des tas de choses qui se passent dans des mondes très très proches, sur des fréquences hautes, invisibles, imperceptibles, lorsqu'on s'est limité dans ce que j'appelle la bande passante humaine. C'est une bande passante, ce n'est pas la réalité, c'est une illusion, c'est une grande limitation. L'enfant, ce qu'il va faire, entre 2 et 5 ans, il va s'auto-limiter et il va arrêter de parler de tout ça. Et puis à force, il finit par oublier et par refermer ses sens et s'adapter à la bande passante des parents ou des adultes autour de lui. Donc c'est une grande limitation et ensuite c'est toute la vie pour récupérer ça. Alors pourquoi? Par besoin d'amour, parce que les parents ont besoin de s'identifier à un enfant et que l'enfant s'identifie à eux pour pouvoir l'aimer. Sinon, c'est l'histoire du vilain petit canard. Qui sait celui-là? Pourquoi il n'est pas comme nous? Donc l'enfant sent très très bien tout ça et il va adhérer à des tas de choses et par besoin d'amour, surtout s'il n'en reçoit pas. Il va porter des tas de choses de ses parents, des adultes autour de lui. Il va porter en espérant qu'on l'aime. Parce que tous les enfants veulent sauver leurs parents ou les aider. Plus un parent est souffrant, on le sait. Hein. Quand j'étais étudiant, j'étais éducateur de la DAS, pour pas être à l'usine. J'ai fait un peu d'usine, mais c'était plus intéressant d'être éducateur de la DAS. Et on nous envoyait des enfants qui avaient été martyrisés, violés, massacrés, tabassés. Et on le sait, plus les enfants sont malmenés, plus ils protègent les parents. Ah, les brûlures de cigarettes, c'est jamais les parents. Les fractures multiples, ce ne sont pas les parents. Les bleus, ce ne sont pas les parents. Alors ils racontent toujours des histoires abracadabrantes pour expliquer ça. Ou alors c'est le silence absolu. Donc voilà, là ce sont des cas extrêmes. Mais on sait que, voilà, à ma consultation, lorsque je vois des enfants, je montre aux parents comment un certain nombre de symptômes sont immédiatement liés à leur attitude avec l'enfant. Au fait de ne pas s'être laissés eux-mêmes exprimer plein de choses dans leur enfance, par besoin d'amour, ils sont limités, et ils reproduisent la même chose avec leurs enfants, inconsciemment. Et donc, il y a des symptômes psychosomatiques qui sont éminemment liés à la relation
de l'enfant avec son milieu immédiat, c'est-à-dire soit les parents, soit les adultes, soit la nounou, soit l'instit. En tout cas, c'est son monde à lui, son monde affectif. Une chose est certaine, certains enfants ne se laissent pas faire. De toute façon, encore une fois, dans toute espèce, l'espèce humaine comme les autres, ceux qui mutent et ceux qui font évoluer l'espèce, c'est ceux qui transgressent les règles et qui en font qu'à leur tête. Alors, ce ne sont pas forcément les êtres les plus heureux, mais en tout cas, ils appliquent qui ils sont. Une chose est certaine, en tout cas, ce ne sont pas les soumis qui font évoluer l'espèce humaine, et ils souffrent, à mon avis, beaucoup plus. Alors, prenons l'exemple très lointain, prenons Cro-Magnon. Si un humain de cette époque-là va chercher avec son père et son grand frère le cerf qui fait 800 kilos, il est à 2 jours de marche, il a compris le levier. Les synapses, bon voilà, il y a des engrenages qui fonctionnent dans son cerveau, il a compris le levier. Alors, il va prendre un bâton et une pierre pour soulever le cuisseau, pour le découper, pour le dépecer. Là, il y a un événement. Imaginons que son père ou son grand frère lui mette une tape sur la tête, une calotte, en disant c'est pas comme ça qu'on fait. Bon. Il n'y a que 2 possibilités ensuite. Soit il est soumis et c'est pas lui qui fera évoluer l'espèce, c'est-à-dire que le truc qu'il a compris, il va le garder à l'intérieur. Tant pis, ce sera pas lui. Ou alors, il va transgresser. Lui a compris quelque chose. Ça fonctionne dans son cerveau autrement. Il va peut-être pas comprendre la roue. Mais s'il a compris ce truc-là, il va comprendre d'autres choses. Alors, il a plusieurs possibilités. Soit il est aussi fort, ce qui est un avantage à cette époque-là, et il les tue. Soit il n'est pas assez fort, mais il est assez intelligent et il va s'arranger pour avoir tous les autres jeunes, parce qu'il a du charisme avec lui, et puis il va renverser la situation. Soit il ne peut vraiment pas parce qu'il est extrêmement intelligent, mais il n'a pas de force, et il n'a pas assez de charisme, donc il est obligé de partir seul. Voilà. Il va partir avec 2-3 jeunes, il va piquer 2-3 femelles dans les hordes aux alentours, et avant de mourir au bout de 10 ou 15 ans, il aura fait évoluer beaucoup de choses. Je crois que c'est pareil, reprenons un exemple aujourd'hui, il y a un tel déni de la mort chez les médecins, ils veulent absolument que les gens vivent. Bon, c'est une pathologie très lourde. Donc ils mettent des machins et des trucs pour qu'on survive, et des appareils et des traitements. Qui sont les médecins qui font évoluer ces croyances et ces valeurs complètement délirantes? Ce sont ceux qui transgressent. Ceux dont on apprend qu'ils ont fait faire un cocktail éthique ou qu'ils ont débranché. Alors les 15 ou 20 premiers, ils iront en prison. Les 10 premiers. Puis après les 15 ou 20 après, il y aura un moratoire. Et puis peut-être qu'il va se passer 10 ans, 15 ans. Et puis ça va rentrer dans la règle et on va faire avancer la loi. Ce sont ces transgresseurs qui font avancer quelque chose. Donc, dans toutes les cultures, il y a un mode de fonctionnement. Je reviens à mon thème. Il y a un mode de fonctionnement, un mode d'être au monde avec une compréhension de ce que c'est que la maladie. Et bon, évidemment, tout ça c'est pour ramener à l'Occident actuel avec ce qu'on sait de la science. J'ai beaucoup fait de travail pour amener les fonctionnements, les rituels de soins des cultures à ce qu'on sait de la science. Alors évidemment, je me suis intéressé à tout ce que font les Occidentaux qui ont fait la même chose. Mes aînés, les kinésiologues, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont occidentalisé l'acupuncture. Le MDR, c'est une rationalisation de structures psychiques, je dirais, d'autorésilience, entre guillemets, je prends ce terme parce qu'il est à la mode. Mais ils ont rationalisé tout simplement quelque chose qui existait, ils ne l'ont pas inventé. Pareil pour la PNL, le FT, tout ça, voilà. Donc, moi, je me suis intéressé à tout ça, j'ai pratiqué tout ça, j'ai enseigné tout ça. Et puis, évidemment, j'ai fait un melting pot parce que, voilà, il y a dans ma boîte à outils plein de choses. C'est une question, d'ailleurs, à laquelle je ne réponds pas quand les gens me disent qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Je dis, mais j'en sais rien. Je dis, c'est comme si vous demandiez à un plombier, est-ce que vous allez me réparer ma plomberie avec la clé à molette ou avec le tournevis? Une question saugrenue. Monsieur, madame, moi, j'ai une boîte à outils et je vais faire ce dont il y a besoin.